Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir, c'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est un test et ça fait vraiment plaisir de vous voir. Donc nous c'est un groupe d'action Écologie Populaire 63, donc pour l'Union Populaire, et puis là on accueille donc Diego Landivar qui est enseignant-chercheur en économie et qui est aussi élu à la ville de Clermont pour le groupe Clermont en commun. Donc nous allons parler de l'impact du changement climatique dans le Puy-de-Dôme et les solutions aussi qu'on peut apporter justement à travers l'avenir en commun. Donc je vous laisse avec lui. Bonne conférence. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je voudrais parler effectivement de comment on peut, nous, depuis notre expérience quotidienne, depuis notre région, depuis notre département, penser ce qui est en train de nous arriver en termes de changement climatique, d'urgence écologique, et montrer justement que ce n'est pas juste une affaire d'ours polaires, de choses lointaines qui ne nous arrivent pas. Le Puy-de-Dôme, la région Auvergne, est aujourd'hui une région qui est en train de vivre des transformations complètement folles sur les questions écologiques, sur la question des ressources, sur la question de la biodiversité. Donc je vais essayer un petit peu de vous donner quelques signaux d'alerte de ce que moi, dans mon travail, j'observe, et aussi dans le travail d'élu, parce que ce que j'aime faire, c'est aller à la rencontre d'acteurs qui sont justement confrontés à des situations d'urgence écologique. Et justement, l'objectif de tout ça, c'est de voir ensuite comment l'avenir en commun, ce programme qui est aujourd'hui porté par l'Union Populaire, cet assemblage de mouvements sociaux, écologiques, de personnes engagées pour le climat, pour l'écologie, mais aussi pour la justice sociale et la démocratie, donne quelques solutions en fait à cette urgence écologique et climatique. Donc je vais peut-être commencer sur effectivement les signes qui permettent de voir que nous sommes en train de vivre une situation assez catastrophique au niveau régional, pour donner ensuite bien évidemment quelques lueurs d'espoir. Donc pour les premières choses, moi je pense que ce qui est vraiment très préoccupant, c'est qu'effectivement notre région va vivre dans les prochaines décennies des situations très critiques. Par exemple sur le plan ne serait-ce que de la température et de la sécheresse, etc. Aujourd'hui on sait que dans le Puy-de-Dôme et plus généralement dans toutes les villes, les métropoles de l'Auvergne, on va avoir environ 45 jours de canicule par an. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est pas la France Insoumise qui le dit, mais c'est essentiellement des résultats qui sont issus de recherches sur l'impact climatique au niveau local. Donc 45 jours de canicule par an, c'est quand même autre chose que les 10 jours de canicule par an en moyenne que l'on a ces dernières années, qui sont déjà extrêmement difficiles à vivre. Et donc 45 jours de canicule par an, ça veut dire qu'on va avoir des problèmes de ravitaillement d'eau, de sécheresse, les personnes âgées vont en subir des situations assez critiques. Et il faut savoir que par exemple dans le Puy-de-Dôme, ça fait 3 étés de suite que la principale chose que l'on vend dans les magasins, les grandes surfaces techno, par exemple Boulanger, Darty, etc., ce sont des climatiseurs dans le Puy-de-Dôme. Et donc, bien évidemment, la climatisation ne résout pas les questions. L'objectif, ce n'est pas, en 2050, ça, vous ne le trouverez pas dans ce programme, équiper chaque maison ou chaque appartement d'un climatiseur. Parce que là, ça ne sert strictement à rien de faire tout ça, quoi. Et donc, ça, c'est la première chose, la première donnée ou le premier signe qui montre bien que nous allons vivre une situation très problématique dans les prochaines années. Le GIEC aussi, dans sa cellule qui travaille sur les migrations climatiques, a démontré que dans les pires scénarios, c'est-à-dire tout simplement les scénarios qui sont ce qu'ils appellent le business as usual, c'est-à-dire les scénarios où on ne change rien, où tout reste à peu près la même tendance, aujourd'hui on est pratiquement sûr à 80% que notre terre, le Puy-de-Dôme, l'Auvergne, va devenir une terre d'exil climatique, de migration climatique, ce qui montre bien qu'en fait avoir un discours complètement fasciste sur la migration est absolument absurde, parce qu'il y a des probabilités pour que cette région devienne une région d'émigration climatique, ce qui est quand même assez dingue. Donc il faut aussi prendre en considération ces éléments-là. Il y a des choses beaucoup plus concrètes et terre à terre. Vous savez,
quand j'essaye de faire passer dans les commissions, dans les conseils communautaires, les conseils métropolitains ou à la ville, des questions d'urgence climatique et écologique, il y a pas mal d'élus de droite, du centre et bien évidemment de la social-démocratie qui ont tendance à bâiller pendant que je parle de ces questions-là. Et donc parfois je leur dis, si vous ne le faites pas pour le climat, faites-le pour vos fromages. Parce que là aussi, quand vous rencontrez les producteurs par exemple de Saint-Nectaire dans la région, ils vous disent que le Saint-Nectaire est en train de changer depuis quelques années parce que à cause du changement climatique, à cause de la sécheresse, à cause du fait aussi que nous sommes obligés, les paysans aujourd'hui sont obligés d'importer de l'herbe d'Espagne, etc. Donc ça change la composition du lait, ça change au final le terroir en fait. Donc si on est attaché à un patrimoine aussi gastronomique, local, etc., il faut défendre l'urgence climatique, il faut avoir des programmes et des ambitions à la hauteur de ces enjeux-là. Il y a plein d'autres petits signes extrêmement préoccupants, notamment sur l'eau. Et là, il faut dire qu'effectivement, l'Avenir en commun, c'est un programme extrêmement bien ficelé sur la question de l'eau, parce qu'aujourd'hui, cela dépend des scénarios, mais il faut savoir qu'à horizon 2050, on peut se retrouver avec de fortes probabilités dans le Puy-de-Dôme avec 6 mois par an d'accès critique à l'eau. Parce que les nappes phréatiques sont en train de effectivement s'amenuiser, parce que tout simplement il y a beaucoup moins d'enneigement aussi dans les massifs qu'on côtoie, hein, les massifs du Sancy, etc., tout le massif central qui perd en enneigement, etc. Il y a aussi le fait que tout simplement en se réchauffant, les cours d'eau s'évaporent beaucoup plus vite, les réserves d'eau s'évaporent encore plus vite. Et donc il faut avoir aujourd'hui une stratégie très puissante, très forte, publique de planification pour essayer d'anticiper cela. Donc aujourd'hui, certaines municipalités ont commencé un petit peu à se protéger en faisant des bassins d'orage, des choses comme ça. Mais cela va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va avoir des situations de disponibilité et d'accès à l'eau qui vont être très problématiques. Un autre signe qui est très préoccupant également, c'est, vous savez que justement à côté d'ici, il y a beaucoup par exemple de villages, de stations de ski qui sont en train de vivre une situation là aussi très préoccupante, parce que la neige va disparaître. Là, ça c'est pratiquement maintenant aujourd'hui sûr, et il va y avoir de moins en moins d'emplois, de moins en moins de personnes qui vont aller habiter dans ces régions-là. Donc ça c'est très préoccupant parce que cela va encore renforcer la métropolisation, cela va encore renforcer le fait que les gens vont s'agglomérer autour des villes, sauf que les villes, ce sont les moins bien armés pour affronter les problèmes écologiques et climatiques que je viens de décrire il y a quelques instants. Et donc, un enjeu majeur justement lié à ça, ça va être aussi la bétonisation, l'artificialisation, la concentration et la vulnérabilité des gens vis-à-vis d'un manque et d'accès à une alimentation de proximité, locale, de qualité, etc. Il faut savoir que Clermont-Ferrand, par exemple, si vous prenez juste Clermont, l'autonomie alimentaire de Clermont-Ferrand, selon les calculs qui ont été faits dernièrement, c'est entre 4 et 6%, si vous voulez. Donc c'est absolument ridicule par rapport à des situations qui peuvent arriver où on est coupé du monde, on l'a vu avec la pandémie, ça a failli se généraliser. Encore aujourd'hui, on est dans une situation assez folle de dépendance en fait vis-à-vis des denrées alimentaires que l'on consomme ici. Donc là aujourd'hui, on est dans un marché de producteurs ici à Jaude. En fait, ces marchés de producteurs sont absolument importants de les maintenir, de les soutenir, mais il faudrait que ces marchés de producteurs soient la base en fait quotidienne pour s'alimenter, pour venir s'approvisionner, et surtout il faut que toutes ces dynamiques-là soient les plus populaires, les plus accessibles possibles, parce que le défi va être très clair. Ce sont les classes populaires, ce sont les classes moyennes également qui vont subir de plein fouet les situations critiques climatiques, écologiques, etc. Donc il faut protéger ces populations de toutes ces vulnérabilités-là. Donc par rapport à tout ça, là je vous passe quand même pas mal de choses, parce que sur la biodiversité, vous parlez avec les pêcheurs, vous parlez avec les gens qui travaillent. Nous, dans le collectif qu'on avait fondé et qui avait fait à l'époque
qui avait soutenu la candidature de Marianne Maximi au municipal, il y avait pas mal de chercheurs qui travaillent justement sur cette situation de rendre compte du fait que par exemple les truites sont en train de disparaître dans le Puy-de-Dôme parce que quand la température de l'eau est trop élevée, les truites ne se reproduisent plus, tout simplement. Il y a des problèmes de biodiversité généralisée avec des animaux qui ne supportent plus les périodes de sécheresse très fortes, les oiseaux qui sont dans une situation très critique aussi. Et donc ça fait que nous sommes dans une situation qui n'est pas très cool, on va dire, pour synthétiser. Alors dans les solutions qui sont proposées aujourd'hui par ce programme, et bien évidemment toutes les déclinaisons de ce programme, l'avenir en commun, porté par l'Union populaire, porté par Jean-Luc Mélenchon, ce sont des initiatives qui vont se confronter à cette situation-là et dire nous ne pouvons pas laisser les forces du marché s'occuper de ces problèmes-là. Nous ne pouvons pas juste mettre des sparadraps parce que là, ce qui nous arrive dans la tête, dans la tronche, c'est vraiment un cataclysme écologique et climatique. Et donc, il faut avoir des politiques très ambitieuses. La première chose que moi je trouve intéressante dans ce programme, c'est la notion de planification. Alors bien évidemment, l'objectif, ce n'est pas faire une planification à la soviétique, c'est-à-dire avec des bureaux et des ministères qui contrôlent tout depuis des logiciels, etc. Mais plutôt une planification qui soit en cohérence avec les territoires, en cohérence avec l'urgence écologique et climatique, mais surtout qui puisse donner vraiment les moyens des ambitions que l'on porte. C'est-à-dire que par exemple, si on veut faire de l'eau un bien commun, c'est des investissements énormes qu'il faut faire parce qu'il faut tout rendre public, il faut tout communaliser, tout ou faire porter par des coopératives d'emploi par exemple. Et ce qui veut dire, dans le cas par exemple de Volvic, il faut trouver une issue à Volvic, il faut essayer de faire en sorte que cette structure n'appartienne plus au privé, n'appartienne plus à des actionnaires d'une multinationale, etc. Et donc il faut trouver la forme pour permettre de transformer le statut de Volvic en un bien commun, et que cette ressource progressivement soit déprivatisée. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire une planification pour la planification. Si vous mettez un statut public tout simplement à Volvic et vous continuez à exporter 70% de l'eau en bouteilles plastiques au Japon ou en Chine, vous avez résolu une question qui est celle de l'actionnariat, mais vous n'avez pas résolu la question écologique. Donc ça demande vraiment des outils forts d'intervention et c'est pour ça qu'on n'arrivera pas à le faire sans une planification écologique, sans des moyens pour mettre en place des boîtes, pour recruter plein de gens, etc. Et ça, c'est un nouveau rôle que l'État doit endosser, les régions doivent endosser, les parlementaires doivent endosser, etc. La deuxième chose qui est très importante, c'est que dans ce bouquin, écrit par l'Union populaire, il y a cette notion de commun qui est très intéressante. Parce que ça veut dire aussi qu'il faut revenir à décrire ce qui est essentiel dans nos vies. L'objectif, c'est de se recentrer en tant que société sur les biens essentiels. Effectivement, l'alimentation, l'accès à l'eau, le logement, le transport, l'emploi, etc. Et tout ce qui est essentiel doit être investi par les biens communs. Les biens communs, c'est une notion importante parce qu'elle rend une voie intéressante pour aller au-delà de juste la gestion privée, la gestion marchande. Et en même temps, le bien commun, la notion de commun, est une notion qui est adaptée à une gestion territoriale, locale des choses. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une planification uniquement verticale. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avec des administrateurs, des grands ministères qui dirigent tout et sans ancrage local. Le bien commun, je trouve que c'est intéressant parce que c'est à la fois le bien public, c'est le service public et en même temps, c'est aussi le territoire, c'est les gens qui connaissent, qui mettent les mains dans le cambouis dans les dossiers qui les intéressent au plus près de leur quotidien et de leur vie. C'est pour ça que l'avenir en commun, je trouve que c'est un super slogan à ce niveau-là. Troisième chose qui est très bien dans ce programme, à mon avis, c'est qu'il y a une vraie stratégie pour l'eau. Tout le monde le dit, hein, les chercheurs, les gens que je côtoie, des collègues qui travaillent sur les questions des fleuves, des rivières, des lacs en France, sur la biodiversité hydrique, etc., disent que ce programme est le programme le plus
élaborés sur la question de l'eau. Et cette question de l'eau va être très critique, comme je le disais, dans les prochaines années. Donc il faut soutenir ces ambitions-là si on veut à garder, et l'Auvergne, cette région-là, c'est une région qui a toujours porté une attention très forte à l'eau, à la protection de l'eau. Donc voilà, je vous invite notamment à lire ça, sans parler de tout le programme qui est lié à la protection des océans, des mers, etc. Un autre truc très important dans ce programme, c'est l'ambition je trouve, de sortir du nucléaire et d'aller vraiment sur du renouvelable. Aujourd'hui, par exemple, à Clermont-Ferrand, moi j'avais fait les calculs avec les données que je reçois en tant qu'élu. Si on suit la trajectoire actuelle d'installation de photovoltaïque, d'énergie renouvelable, il faudra attendre presque 120 ans pour que la transition énergétique se fasse. Alors que de l'autre côté, nos engagements, par exemple pour la COP21 ou pour le climat au niveau général, nous disent qu'il faut le faire avant 2040-2050. Donc ça veut dire que, bien évidemment, on est complètement en déphasage. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une ambition à la hauteur de ces enjeux-là. Donc là aussi, l'État doit être prépondérant pour obliger toutes les structures économiques, les usines, les banques, mais aussi bien évidemment les organisations publiques, les collectivités locales, à vraiment aller beaucoup plus loin dans l'énergie renouvelable. Mais cette énergie renouvelable, elle n'a pas pour ambition, comme ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez suivi les conseils municipaux, là aujourd'hui, on va installer, nous on a voté contre, on va installer des panneaux photovoltaïques sur des parkings. Alors ça, au début, tout le monde se dit, ouais, c'est une bonne idée parce que les parkings, c'est pas utilisé, etc. Sauf qu'en faisant ça, premièrement, vous installez du photovoltaïque pour essentiellement de la voiture électrique. Donc ça a été démontré que la voiture électrique n'était pas forcément l'apanage écologique le plus incroyable qu'on ait inventé ces dernières années. Et en plus de ça, lorsque vous faites un contrat avec des gens qui mettent du photovoltaïque sur des parkings, donc des parkings découverts, les ombrières exactement, vous passez des contrats en délégation privée, parce que bien évidemment Clermont-Auvergne Métropole ne veut pas faire une régie publique de la transition énergétique, alors que nous on le pousse pour faire ça, et vous sacralisez pendant 30, 40, 50 ans les parkings, alors qu'on a besoin de terre aussi pour l'alimentation. Sur le plan alimentation, là aussi, au niveau local, il faut arriver à des ambitions beaucoup plus larges que les 3, 4, 5% d'autonomie alimentaire. Ce qui veut dire que si on prend par exemple Munich, c'est une des villes qui a le plus investi dans l'autonomie alimentaire. Et donc Munich, en quelques années seulement, ils sont passés de 2-3% d'autonomie alimentaire à 25-30%. Tout ça en faisant des énormes ceintures maraîchères autour des villes. C'est exactement le modèle de Clermont-Ferrand historique. Sauf que ça veut dire quoi pour faire ça? Ça veut dire qu'il faut stopper totalement l'artificialisation des sols. Ne plus artificialiser des sols, ça veut dire qu'il va falloir réduire les zones commerciales. Il va falloir lutter contre les projets de type Urban City. Il va falloir lutter, chose que M. Rage, par exemple, le maire de Cournon, ne fait pas. Monsieur Rage, il a vu que sur Urban City, ça sentait un peu le sapin, et donc il a dit « ouais, moi je suis contre, etc. » Très bien, monsieur. Mais de l'autre côté, il veut agrandir le Zénith. Et le Zénith, c'est des énormes places de parking, c'est des gros événements et des grandes échelles événementielles. Ok, mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de continuer dans le gigantisme, dans le super événementiel, dans toujours plus gros, toujours plus vaste, avec plus de gens que l'on fait venir en bagnole dans ces événements? C'est questionnable, surtout qu'il y a de l'artificialisation qui peut être là derrière. Donc il faut lutter contre l'artificialisation des sols, et l'ambition ici, c'est zéro artificialisation nette en 2050. Et pour ce faire, il faut racheter des terres, il faut les sacraliser, il faut bien évidemment les protéger. Et ça, on a besoin d'un État fort, on a besoin d'organisations publiques qui sont fortes pour le faire. Voilà à peu près sur l'alimentation, sur l'eau, sur les énergies renouvelables, pourquoi ce programme est vraiment ambitieux. Et bien évidemment, il y a toute la question de la biodiversité, du bien-être animal. Vous avez vu que les associations de défense des animaux ont noté ce programme d'une manière vraiment bien, parce que justement, là aussi, c'est une préoccupation fondamentale. L'objectif n'est pas là non plus de s'opposer
à toutes les formes de paysanat qui existent aujourd'hui en France, mais c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on est condamné systématiquement à être dans un élevage industriel intensif avec des formes qui sont pas du tout bonnes pour le bien-être animal, ou est-ce qu'il faut inventer des nouvelles formes d'organisation, de paysanat, de culture qui soient conformes à ça. Et effectivement, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui à mettre les mains dans le cambouis et se dire qu'il faut inventer des nouvelles formes d'organisation des régimes alimentaires avec beaucoup moins de viande dans les repas bien évidemment, tendre vers 100% de bio dans les cantines et dans toutes les structures d'alimentation publique. Ça, c'est un élément qu'on retrouve dans ce programme et qui sont des mesures très concrètes. Donc voilà un peu le tour d'horizon de ce qui me semble être pourquoi ce programme est à la hauteur des enjeux. Et ce qui est intéressant avec ce programme, c'est qu'à chaque fois qu'on entend les adversaires de l'Union populaire dire que les gens de l'Union populaire, de l'AFI sont des tarés un peu excités, qui veulent juste faire des mesures populistes, ce n'est absolument pas vrai, parce qu'il y a des gens qui sont absolument orientés sur des réponses rationnelles, mesurées et en même temps ambitieuses, comme si on ne pouvait pas être à la fois rationnel et ambitieux. Et ça, c'est le défi qu'il faut qu'on arrive à tenir, c'est-à-dire démontrer que notre programme, il est rationnel, il est ambitieux, il est à la hauteur des enjeux et ne part pas d'une sorte de résignation, se dire non mais ça c'est trop difficile, c'est trop complexe, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Donc on va partir finalement d'une sorte de petites actions toutes petites parce que c'est ce qui est le plus pragmatique entre guillemets. Le vrai pragmatisme, c'est partir de l'urgence climatique, écologique, sociale. Et depuis cette urgence-là, décliner les mesures de politique publique que l'on doit faire. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là.